source de discussion intéressante. Alors, ce dont on va parler, ça va être du virome. Le virome, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, et puis des animaux virulés. Et puis, vous entendrez beaucoup parler du TTV, ou du torquéténovirus. Et en fait, pour la petite histoire, c'est torqué, ça vient du latin torquis, qui veut dire collier, et ténuis, c'est fin. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ça me faisait penser à ces femmes au bruit de girafe. J'ai pas trouvé beaucoup de BD autour de ça, mais voilà, voilà. Donc ce que vous connaissez très bien, eh bien c'est la virologie qu'on vous a proposée jusqu'à présent, à savoir une virologie qui était basée souvent sur un syndrome infectieux, et on essayait de découvrir finalement le responsable de ces agents infectieux, de ces syndromes infectieux qu'on caractérisait. Et puis je vous ai représenté un certain nombre de virus. Alors, vous savez qu'on s'infecte tout au long de la vie avec différents virus, vous les connaissez tous très bien. Et puis j'ai mis un petit astérisque derrière ceux qui on va dire, concernent particulièrement pour la grippe. Et donc on voit que vraiment c'est ça qui a permis la découverte de ces différents virus, c'est vraiment parce qu'il y avait des symptômes cliniques. Et il faut savoir qu'au niveau des virus des animaux et des plantes, la problématique était exactement la même. En fait, on s'est intéressé à ces virus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des répercussions sur les récoltes, il y avait des répercussions sur la productivité animale. Donc tout ça, ça a fait qu'on découvrait beaucoup de virus par ce biais-là, mais on est passé maintenant à une nouvelle ère. Et effectivement, on parle maintenant de notion de virosphère. Et dans cette virosphère, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'environ, on est à 10 puissance 31 virus sur la Terre, si on faisait la somme de tout ça, ce qui représente une quantité phénoménale. Et on s'aperçoit que les virus ont une importance écologique importante. Ça tombe bien par rapport à la thématique du congrès, avec cette notion écologique et la COP27 qui a lieu en ce moment. Et surtout, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on est tous, nos cellules sont surpassées par le nombre de bactéries qui nous infectent, mais surtout que le nombre de virus qui nous infectent est probablement jusqu'à 10 fois plus que le nombre de bactéries. Donc vous voyez qu'on est infecté en permanence par un nombre de bactéries de virus qui est encore plus important que le nombre de bactéries. Donc on entre vraiment dans une autre sphère, et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est passé très souvent sur les approches de métagénomie, que je vais vous expliquer dans un instant, et ça consiste vraiment à séquencer tous les génomes viraux, tous les génomes qui circulent sur la Terre, et donc ça nous fait un réservoir génétique énorme, c'est-à-dire qu'on découvre énormément de séquences, et ces séquences aujourd'hui on ne sait pas les classer. C'est-à-dire qu'on va découvrir des séquences au fin fond de la mer par exemple, et on ne sait pas à quoi ça correspond, est-ce que ça correspond à un micro-organisme, à autre chose. Donc on est vraiment dans cette thématique-là aujourd'hui d'essayer de comprendre à quoi correspondent toutes ces entités génétiques. Alors je vais vous faire un petit rappel, alors, sans vouloir faire trop de virologie, je sais que ce n'est pas forcément la chose qui va vous passionner, mais juste pour vous donner un petit rappel, pourquoi? Parce que bien souvent, et je vois ça avec les étudiants, on assimile bactéries, virus, alors que les virus sont une population extrêmement hétérogène en termes de structure. Vous voyez que la structure d'un virus est très très simple, hein, c'est juste un acide nucléique et une capside, donc ce sont des protéines et un acide nucléique, parfois enveloppés, et surtout que ça va contenir un certain nombre ça va contenir un acide nucléique, et cet acide nucléique, comme vous voyez au milieu, c'est un acide nucléique qui va avoir différentes conformations. Ça peut être de l'ADN, ça peut être de l'ARN, ça peut être un mélange des deux, ça peut être de l'ADN simple grain, de l'ADN double grain. Donc on a un polymorphisme énorme. Et si vous regardez également les structures qui sont présentes ici, vous voyez qu'on aura également différentes formes. Outre le fait qu'il peut être enveloppé ou non enveloppé, on aura différentes formes de capsides. Et donc vous avez une hétérogénéité de ce matériel très particulier. Aujourd'hui, je ne parlerai absolument pas de ces structures-là, qui sont les phages, qui sont des virus qui infectent les bactéries. Alors c'est ce que vous entendez beaucoup parler dans le microbiote, mais j'en en parlerai pas aujourd'hui, puisqu'on va vraiment s'intéresser aux virus qui infectent les cellules humaines. Donc tout ça pour vous dire que si on commence à s'intéresser à ces virus, il faut vraiment se méfier de quoi on parle. Et vraiment, mon topo aujourd'hui, ça va vraiment être de vous alerter un petit peu sur les difficultés qu'on a à parler de tous ces différents virus. Alors effectivement, on va partir de la métagénomique. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous détailler toute l'approche de métagénomique, mais insister sur un certain nombre de points. Si vous regardez tous les papiers autour de la métagénomique, il faut être très vigilant sur la matrice de départ. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du microbiote, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux faits sur le microbiote? Est-ce qu'on parle du sang total? Est-ce qu'on parle du plasma? Donc on a déjà des grosses disparités dans les études qui sont publiées.
Ensuite, la méthodologie, elle est toujours à peu près identique. Cette méthodologie, elle repose sur l'extraction des acides nucléiques. Donc on va prendre tous les acides nucléiques des individus. On va en général les amplifier et les séquencer. Donc on va avoir des données de séquence de façon énorme. Mais surtout, on va utiliser énormément d'artifices pour amplifier les génomes que l'on cherche. Si par exemple je cherche des bactéries, je ne vais pas du tout avoir la même approche que si je cherche des virus ou si je cherche des ADN humains. Donc on va avoir énormément de processus, alors des processus physiques et des processus bioinformatiques aussi, pour essayer d'éliminer les génomes qui ne nous intéressent pas. Donc par exemple, si vous partez de cellules humaines, et vous cherchez un virus, vous allez essayer de vous débarrasser des génomes humains. En tout, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce type de schéma, à savoir que lorsque vous faites un séquençage comme ça à partir d'une matrice humaine, eh bien vous vous retrouvez avec des nombres de séquences qui correspondent à des virus qui sont extrêmement faibles. Donc on est vraiment sur du 0,01%. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que l'analyse qu'on va faire, puisque finalement on a très peu de génomes viraux par rapport à l'ensemble des cellules qu'on va avoir nous, eh bien, ça va être assez difficile à caractériser. Alors, je vais passer cette diapo parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on a vu qu'on était un peu réduit en temps, mais c'est pas très grave. Donc là, je vous présente une première étude qui a été une analyse pour regarder tous les génomes qui existaient, en particulier les génomes viraux, chez des donneurs de sang. Donc c'est une grosse étude, vous voyez que c'est 8240 dons de sang. Et vous allez retrouver un certain nombre de virus que vous connaissez très bien. Alors, je ne vais absolument pas détailler tous les virus, mais vous connaissez tous le BV, le CMV, et puis l'herpès virus 7 et l'herpès virus 6. Et vous voyez que finalement, ce qu'on va retrouver en majorité, ce sont finalement les virus de la famille des herpès viridés, donc le BV, CMV, herpès 6 et 7 par exemple. Et surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est ici l'abondance. Et vous voyez qu'en termes de séquences, il faut bien savoir qu'on a généré des milliards de séquences. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Si on prend un exemple très précis, eh bien, vous voyez qu'on va retrouver finalement sur l'herpès virus 6 par exemple, très peu de séquences qui correspondent à ce virus. Donc on est vraiment sur une problématique d'identification qui est extrêmement pointue. Alors vous voyez que le troisième candidat ici, ce sont les annélovirus, c'est celui dont je vous ai promis de vous parler. Donc on va parler un petit peu de cet annélovirus, et encore une fois, sans faire trop de virologie, mais surtout pour vous donner un peu l'idée de ce que c'est, eh bien c'est un petit virus à ADN, donc vraiment on est sur une structure très petite, à ADN simple brun, ce qui a son importance, et surtout, le point clé de cette diapositive, c'est que c'est un virus qui est extrêmement variable. Et donc finalement, on a un virus à ADN, une famille de virus, qui sont extrêmement variables, on a une variabilité qui est proche d'un virus à ARN, et donc si on veut faire une comparaison, vous êtes pratiquement avec un virus, un SARS-CoV-2, l'agent de la Covid, on est à peu près sur la même dimension. Vraiment, on a une dispersion extrêmement importante. Alors sur cet arbre, c'est un arbre qui date un petit peu, mais qui était à mon avis le plus simple à vous présenter. Donc quand on lit un arbre phylogénétique comme ça, il faut d'abord regarder l'échelle. Donc l'échelle, c'est le pourcentage de différence entre deux souches, et ensuite la longueur des branches. Et vous voyez qu'on va pouvoir distinguer au sein de cette famille des annéloviridés les alpha-torquévirus, les bêta-torquévirus, gamma-torquévirus. Et je ne vous avais pas fait la liste entière, parce qu'aujourd'hui, elle a été revue récemment, et qu'on a encore plus de choses. Donc quand on s'intéresse au TTV, quand on va parler du TTV, on s'intéresse principalement aux alpha-torquévirus qui sont là, mais il y en a bien d'autres aussi qui sont dans notre organisme et qui vont aussi constituer la base de notre virome humain. Alors pour la petite histoire, je vais passer très rapidement cette diapositive, le TTV a été découvert alors qu'on cherchait, ou alors qu'il a été découvert la première fois en disant c'est un virus qui cause des hépatites virales. C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup, parce que c'était mon sujet vraiment de prédilection. Et en fait, on s'aperçoit, donc cette diapo juste pour nous dire qu'il en fait, il s'agissait d'un artefact, puisqu'en fait ce virus est présent chez de nombreux patients. En fait, si on ne fait pas bien, si la méthodologie n'est pas correcte, vous voyez que ce virus a fait l'objet de nombreux papiers à la fin des années 90. On disait tous, c'est un virus qui est responsable des hépatites, mais en fait pas du tout, c'était un artefact, et on est revenu en arrière, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que le TTV, vous êtes tous infectés par un TTV, et vous n'avez pas fait d'hépatite à ma connaissance. Alors effectivement, on s'infecte tous par le TTV,
Alors ça, c'est une étude que je vous présente, qui a suivi des patients, des enfants entre 0 et 5 ans, globalement. Et vous voyez qu'au fil du développement, on va s'infecter par le TTV. Ça me fait rebondir sur la question de comment on s'infecte par le TTV. Donc dans cette étude, ils ont retrouvé du TTV dans le lait maternel. Donc on pense que possiblement l'enfant, dès les premiers jours de sa vie, va se contaminer par les TTV. Et on s'aperçoit également, sans que je rentre dans les détails, que ce ne sont pas forcément les TTV eux-mêmes qui vont causer les premières infections, mais plutôt les bêta et les gamma tankévirus qui vont être plutôt prévalents au début, puis après on va s'infecter probablement par voie aérienne, peut-être par voie sexuelle, par voie digestive également. On pourra s'infecter par les TTV. Toujours est-il, c'est que globalement, 90% d'entre nous sont infectés par le virus TTV. Alors maintenant, on va s'intéresser plus à ce qui vous concerne, à savoir la greffe. Et donc, j'ai repris vraiment l'étude qui est, à mon avis, princeps, et qui est celle de De Vlaminck en 2013, où ils sont intéressés à des patients greffés. Et vous voyez qu'ils ont une distribution des greffes assez homogène entre le cœur, le poumon et en pédiatrie ou chez l'homme. Et ce que vous montre ce graphe, en fait, c'est que dans leur étude, ils vont retrouver des bactéries, des virus qui vont infecter des bactéries, pardon. Ils vont retrouver un peu de séquences eucaryotes parce que finalement, ils n'ont pas appliqué tous les filtres. Mais surtout, ce que je veux indiquer sur cette diapositive, quand on s'intéresse à cette diapositive, ils sont intéressés à de l'ADN circulant. D'accord ? Ils sont partis de plasma et sur de l'ADN circulant. Et donc, cette étude, elle est peu comparable avec d'autres études, puisqu'on s'intéresse à une matrice très particulière, et que c'est de l'ADN circulant. Et que vous voyez que beaucoup de virus dont je vous ai parlé sont des virus aussi à ARN, et donc ils ne vont pas chercher ces virus à ARN. Donc on a une vision un peu biaisée, mais qui est quand même déjà très intéressante. Et vous voyez que, comme je vous l'indiquais au départ, sur les 73% de séquences virales qu'ils ont générées, on va retrouver principalement des annéloviridés à hauteur de 68%, et puis d'autres dont je ne vais pas vous parler, des adénovirus, des herpesvirus que vous connaissez tous. Et les codovirales, ce sont celles dont je ne vais pas vous parler, ce sont ceux qui vont infecter les bactéries. Donc, on ne va pas m'en développer. Donc, dans cette étude où ils ont suivi les patients, eh bien, ils ont regardé ce qui se passait au décours de la greffe. Et bien, ce qu'ils ont vu, c'est qu'au décours de la greffe, tout ne se passait pas de façon linéaire. Vous voyez qu'il y a une modification de la composition des virus qu'on va détecter, et on va détecter beaucoup plus de virus à ADN simple brun en début de post-greffe, et puis un peu moins d'ADN double brun. Donc on voit que les annéloviridés, probablement, ont pris le dessus sur les virus à ADN double brun, comme les herpesvirus. Et si on va un peu plus loin et qu'on regarde quelles espèces sont surtout représentées en suivi de greffe, vous voyez que proportionnellement, on a une expansion des annéloviridés par rapport aux autres virus. Donc c'est vraiment un point important, on voit qu'il y a une expansion, et que cette expansion, elle est liée à la greffe, et donc si on pense à la greffe, on pense évidemment à l'immunodépression, ce que vous présentera Sophie après nous. Un autre exemple, donc ça c'est pour une transplantation hépatique, et je vais vous montrer pourquoi l'approche joue un rôle très important. Ici, c'est un suivi de transplantation hépatique pour des patients qui étaient transplantés pour une hépatite B et une hépatite delta. Vous voyez qu'ils ont fait, on a à peu près le même schéma, avec des virus à hauteur de 73%, les annéloviridés aussi à 68%, qui se répartissent beaucoup en alpha-tortivirus et en d'autres non classés. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans l'évolution du temps, donc si on prend post-greffe, c'est à partir des points C, D, E et F, vous voyez qu'il y a encore une fois, il caractérise cette expansion des TTV après la greffe, alors que les autres, vous voyez que c'est beaucoup moins net, on a beaucoup moins cette expansion des autres tortivirus, donc c'est intéressant. Et puis, ce qu'on n'a pas mentionné pour l'instant, eh bien, vous voyez qu'ils ont détecté aussi des pégivirus. Alors les pégivirus, c'est quoi? C'est bizarre parce que c'est aussi un virus qui a été... ce sont des virus qui ont été incriminés dans des hépatites virales, en fait, qui étaient la fameuse hépatite G à un moment donné, et qui n'existe en fait finalement pas. C'est encore une fois, c'est un artefact d'étude. Et ces pégivirus, en fait, appartiennent à la famille des flaviviridés, un peu comme le virus de l'hépatite C ou la fièvre jaune. Et en fait, pour faire très court finalement, donc ça c'est une étude qui s'est intéressée à la greffe de moelle,
Vous voyez qu'ils vont retrouver pas mal de ces pédivirus, donc c'est un virus à ARN. C'est pourquoi on ne l'a pas retrouvé dans la première étude, puisqu'il s'intéressait au cadre de l'ADN. Et ce virus à ARN ici, vous voyez que j'ai pris un seul graphe de leur étude, et vous voyez que finalement, il n'y avait pas de lien entre la réplication de ces virus et l'issue de la greffe. Et globalement, aujourd'hui, on n'a pas d'études qui montrent que les pédivirus ont un rôle particulier dans les suivis de greffe. Revenons au TTV. Donc le TTV, là, c'est en transplantation pulmonaire, où ils sont intéressés à 15 patients. Encore une fois, ce sont des arbres génétiques. Alors, je vais aussi essayer de vous les expliquer très simplement. Vous voyez sur ces graphes-là que finalement, ils sont étudiés deux compartiments, soit les lavages broncho-alvéolaires, soit les plasmas. Et vous voyez qu'on a ici des patients qui sont infectés jusqu'à un nombre considérable, 48 TTV au fil de la greffe. Et vous voyez qu'on a une répartition extrêmement importante de ces différents TTV. Alors, on m'a indiqué que j'avais peu de temps, donc je vais essayer d'aller très vite. Alors, outre la potentielle, cette disparité des TTV chez les patients, ce qu'on observe aussi, et ce qu'on ne maîtrise pas très bien aujourd'hui, c'est qu'au sein du plasma ou au sein du poumon, eh bien, on aura des virus TTV qui seront très différents. Et ça, donc, l'échelle ici, qui est représentée ici, c'est l'échelle qui montre la disparité des virus. Et bien, vous voyez que juste après la greffe, on aura une très grande disparité des virus. Et puis après, on va tomber dans des fluctuations plus normales. Et ici, pareil, au niveau du plasma, vous voyez que les virus qui vont apparaître eh bien, vont être beaucoup plus différents en début de greffe. Et puis après, on va retomber avec une distribution des virus différents. Tout ça pour dire, pourquoi ça peut être comme ça? Ça peut être comme ça, pourquoi? Parce que vous allez transplanter un organe. Et cet organe, qu'est-ce qu'il a? Il est probablement plein de TTV, entre autres. Et puis, vous allez aussi faire des transfusions. Alors du coup, je vais passer cette diapo puisque je n'aurai pas le temps. Et donc, globalement, il faut comprendre que dans la transmission des TTV, c'est un phénomène extrêmement dynamique. On va pas, déjà, on ne va pas infuser, on ne va pas transplanter, on ne va pas transmettre des virus TTV. Ce n'est pas une seule souche qu'on va transmettre, c'est déjà de nombreux virus qu'on va transmettre. Et puis, il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer l'évolution de ces TTV, en particulier les anticorps neutralisants. C'est toute une partie qu'on ne maîtrise pas très bien, mais vous allez transfuser par exemple du TTV. Qu'est-ce qui va se passer chez l'individu? Eh bien, il va fluctuer dans le temps, et puis il va y avoir finalement probablement un équilibre qui va être créé, et cet équilibre représentera le virome TTV de cette personne. Alors, pour faire très court, je vais passer la diapo et passer à celle-là. Alors aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas totalement, à savoir que ces virus, on sait que ça va forcément stimuler l'immunité. Donc on aura forcément l'immunité innée et l'immunité acquise qui va se mettre en place. Alors celle-là, vous savez très bien qu'elle va contrôler les virus pathogènes, avec le risque évidemment que vous connaissez tous, c'est le risque de réactivation des virus pathogènes. Et puis on sait quand même beaucoup moins bien ce qui se passe avec tous ces virus dont je vous ai parlé. Alors on ne connaît pas bien l'interaction avec le système immunitaire, on sait qu'il y a un rôle, mais on ne maîtrise pas entièrement toutes ces questions-là. Et surtout, c'est une diapo que j'ai sautée juste avant, eh bien, il y a une interaction possible entre ces virus non pathogènes et les virus pathogènes. On sait peut-être qu'il y a certains TTV qui fluctuent plus en fonction de l'émergence d'un virus pathogène. Et en plus de tout ça, eh bien, vous allez agir avec vos immunosuppresseurs ou vos antiviraux, et de ce fait-là, ça va probablement avoir des répercussions sur le TTV. Toujours est-il, c'est qu'on sait aujourd'hui, et c'est ce que vous présentera Sophie dans un instant, on sait aujourd'hui que finalement, si vous avez beaucoup de TTV, eh bien vous avez peut-être un risque de faire une infection plus importante. Pourquoi? Parce que vous êtes trop immunodéprimé. Et si par contre, vous avez une charge virale qui est faible, une charge virale TTV ici qui est faible, eh bien peut-être vous n'êtes pas suffisamment immunodéprimé et que vous risquez de faire un rejet. Donc on voit bien que ces interactions sont importantes entre ces différents virus pathogènes et virus non pathogènes. Et donc pour finir, je vais essayer de vous faire ça en une diapo de conclusion. Donc vous avez vu qu'on avait glissé progressivement d'une virologie très diagnostique à une virologie beaucoup plus basée sur l'analyse des séquences. Aujourd'hui, on a énormément de virus qu'on a en nous, mais qui n'ont a priori pas d'effet pathogène jusqu'à ce qu'on le démontre. Alors il y a plein de virus, je vous ai mentionné un certain nombre. Je n'ai pas parlé des rhodondoviridés, qui sont aussi des virus qu'on va retrouver beaucoup dans le tractus respiratoire.
qui sont aussi des virus qui nous infectent et qui sont extrêmement prévalents. Alors, vous avez compris aussi qu'il fallait faire très attention quand on lit le papier, parce qu'il y a une grosse disparité en fonction de ce qu'on va faire comme technologie, quelle matrice on va utiliser. Si vous regardez au niveau intestinal, surtout les virus des bactéries qui vont être prédominants. Au niveau des interactions hôtes et viromes, alors on ne connaît pas tout, il y a encore des choses à voir. Vous avez compris aussi que vous étiez les coupables, puisque c'est vous les transplanteurs et qui allez faire de la transfusion et de la transplantation. Et bien vous allez transfuser et transmettre du virus, du virome au receveur. Et puis, vous allez voir dans un instant que finalement, cette mesure de la charge virale peut peut-être vous aider à mieux cerner l'immunosuppression de vos patients. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est le professeur Sophie Alain qui va intervenir sur la partie pratique. On verra à la fin si on a des temps pour les questions. Merci beaucoup d'avoir, aux organisateurs d'Ouest Transplant, d'avoir mis sur le devant de la scène ce virus. Et du coup, ça sera la première session en France consacrée au TTV, finalement, et bravo, avant même celle de Strasbourg. Félicitations. Et donc, finalement, à presque 20 ans que vous êtes, vous avez compris que le TTV prenait quand même une forte part de notre individu, mais est-ce qu'on peut avoir vraiment un lien avec la greffe et est-ce qu'on peut s'en servir? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Et bien sûr, il s'agit là d'évaluer la balance entre le risque de rejet et le risque d'infection en transplantation. Les annélovirus, vous les avez ici en jaune, vous voyez, c'est une grosse part environ après la transplantation. Alors, pourquoi TTV peut être un bon biomarqueur de l'immunité? C'est un virus de distribution ubiquitaire, vous avez compris que tout le monde était infecté ou presque, qui était acquis précocement dans la vie. Et si on regarde le pourcentage de personnes qui répliquent le TTV au moins une fois dans leur vie, c'est-à-dire l'ADN qu'on peut détecter dans le sang ou dans le plasma, donc le marqueur dont on va se servir, eh bien, on a pratiquement 95% des immunocompétents qui sont positifs au moins une fois, et on trouve très fréquemment de l'ADN du TTV dans le plasma des patients immunodéprimés, et c'est beaucoup plus fréquent que le PV, ce qui en fait un marqueur beaucoup plus constant et beaucoup plus facile à suivre, puisque c'est quelque chose qui a été discuté à un moment, de suivre l'immunosuppression justement sur le BV. Alors ce virus fluctue en fonction du niveau d'immunodépression, et du coup, ça peut en faire un marqueur de rejet ou d'infection. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas d'études interventionnelles, donc je vous montrerai quelques résultats, mais pas d'études interventionnelles. Et donc, il faut savoir qu'il y a un programme européen qui a été validé par la Commission européenne et qui va commencer l'année prochaine, ou qui commence. Alors, pour mesurer la charge virale des torquéténovirus dans le plasma ou dans le sang total, il faut des PCR quantitatives, et ces PCR quantitatives, elles doivent avoir une très large gamme de quantification, parce que la charge virale TTV, normalement, fluctue et peut avoir des titres extrêmement élevés. Alors, il existe une PCR standardisée, qu'on a validée d'ailleurs à Limoges, et deux PCR maison, enfin une PCR maison, avec deux versions, une pour l'équipe de Vienne et une pour l'équipe de Pise. Et donc ces trois PCR n'ont pas forcément exactement la même façon de quantifier. Les TTV, les PCR doivent cibler également au moins 12 TTV humains qui ont été identifiés initialement comme les plus fréquemment représentés. Actuellement, ces PCR ciblent la région 5' non codante, qui est mieux conservée que la région codante de la capside qui était initialement utilisée pour le génotypage. Et puis, vous avez essentiellement des résultats sur le plasma, et on a quelques résultats à vous montrer sur le sang total également, mais les deux matrices ont été utilisées. Donc, on dispose d'une PCR. Alors, quelle méthode il faut utiliser? Le problème, c'est la standardisation. Et pour faire cette étude européenne, les personnes, l'équipe de Vienne qui promouvait cette étude européenne, a regardé la collinéarité, a vérifié la collinéarité des différentes PCR, c'est-à-dire est-ce qu'elles donnent des résultats identiques et est-ce qu'on peut identifier un coefficient de conversion? Eh bien oui, les trois PCR sont collinéaires, par contre il faut un facteur de conversion pour passer de l'une à l'autre. Donc le plus simple, c'est d'avoir une PCR standardisée.
Et la PCR standardisée, le plus simple, c'est d'avoir une PCR marquée CE-IVD. Et cette PCR, c'est celle qui est proposée, c'est la PCR Argène qui est proposée par bioMérieux. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Je pense que ça bougera dans les années qui viennent. Donc la standardisation, encore une fois, est quelque chose d'indispensable. Et si vous regardez à droite les résultats du contrôle de qualité avec plusieurs laboratoires, vous voyez que, quelle que soit la charge virale, donc chaque ligne correspond à un échantillon, les résultats sont très groupés. Et donc ça montre que quand on utilise la PCR standardisée, on a vraiment des résultats qui sont proches dans les différents laboratoires. Et ça, c'est important aussi quand on veut faire une étude multicentrique et quand on veut évaluer un marqueur. Alors, comment évolue la charge virale TTV post-greffe? Vincent vous l'a montré, donc je ne vais pas insister, mais en revanche, ce qu'il faut voir, c'est que les charges virales en post-greffe vont monter très tôt dans le premier mois, et ensuite vont atteindre un plateau qui va fluctuer. Donc vous voyez à gauche les charges virales initiales que nous avions obtenues, et vous voyez ce plateau qui est atteint en général au 3e mois post-greffe dans tous les types de transplantation, avec des charges virales qui peuvent être de 9 logs, et notamment en transplantation pulmonaire, ça peut monter jusqu'à 9 logs au plateau, c'est plutôt autour de 6 ou 7 en transplantation rénale. Ces charges virales, ce profil de charge virale, et ça c'est quelque chose qu'on a regardé chez nos patients dans l'étude Quanticarpus, ce profil de charge virale n'est pas évolué, n'est pas influencé par les traitements prophylactiques anti-herpès virus que l'on administre. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un marqueur qui peut rester globalement universel, qu'on donne ou pas une prophylaxie. Ça se retrouvait déjà dans l'étude de Vlaminck et ça se retrouve dans l'étude Quanticarpus qu'on a menée, qu'on a terminée récemment, et ça se retrouve aussi dans les autres études quand la question est posée. Donc on peut globalement séparer la cinétique de charge virale en 4 phases. Il y a une petite diminution au moment de la greffe. Ensuite, il y a cette augmentation jusqu'à M3, ce plateau avec les fluctuations. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on va avoir une diminution progressive de la charge virale qui correspond à la reconstitution immune fonctionnelle post-greffe. Et la charge virale TTV au plateau dépend du type de greffe. Comme je l'ai dit, elle est beaucoup plus élevée, autour de 9 logs en greffe pulmonaire et plus basse en greffe rénale. Donc on a 2 moments où on va pouvoir se servir de la charge virale, ou en tout cas envisager de s'en servir. Au moment de son ascension ici en post-greffe immédiat, et puis au plateau sur cette longue durée de suivi des patients. Autre point, cette charge virale TTV, elle est étroitement associée à la réponse cellulaire en greffe d'organes. Ça reprend ce que vous disait Vincent tout à l'heure. Et dans les différentes études, il y a une corrélation inverse avec les CD3, les CD4+, et les CD8+. Et donc on voit bien que ce virus, qui est étroitement également associé au leucocyte, eh bien, c'est un virus qui est contrôlé en quelque sorte par l'immunité cellulaire, et donc ça en fait évidemment un virus intéressant en post-greffe. Il n'y a apparemment pas d'impact du choix du régime immunosuppresseur, eh bien apparemment dans les études que je cite ici, et il pourrait néanmoins y avoir une corrélation avec les doses d'immunosuppresseurs, et c'est là que ça pourrait être un futur marqueur intéressant. Alors il y a une explosion d'études sur le TTV, je ne le détaillerai pas tout, on n'a pas le temps, mais en revanche ça nous permet de voir ici sur le tableau de gauche l'ensemble des études qui ont montré des associations, soit avec l'infection, la survenue d'une infection qui peut être bactérienne, qui peut être aussi une survenue d'une infection à bécavirus ou à CMV, et puis la survenue d'un rejet. Et donc, vous avez ici, dans une autre revue, les risques relatifs de rejet et d'infection, ici, en lien avec la charge virale TTV, et ici on se situe plutôt après le 3e mois de greffe. En jaune, ici, je vous ai mis les études qui regardaient pendant le 1er mois de greffe, et ici, vous avez les études qui regardent après le 3e mois de greffe, et vous voyez qu'il peut y avoir un lien avec l'infection, mais il y a surtout, de manière plus nette, un lien avec la survenue d'un rejet, et donc avec la sur-immunosuppression, la sous-immunosuppression. Donc, quelques mots et quelques exemples sur TTV et infection, le lien entre TTV et infection. Ça, c'est pour vous montrer qu'on a quand même pas mal d'études en greffe rénale. Et une des études que je préfère, c'est celle-ci qui a été publiée par l'équipe de Pise et qui montre qu'en fait, en greffe de foie et en greffe de rein, on a une différence très nette entre les patients qui font une infection à CMV et les patients qui ne font pas d'infection à CMV.
Et les patients qui vont faire une infection ACMV dans les 4 mois qui suivent la greffe, lorsque cette charge virale TTV est mesurée très tôt après la greffe, eh bien, ces patients-là ont une charge virale TTV plus élevée, ce qui a permis aux auteurs de définir un cutoff de charge virale TTV plasmatique à 3,45 log. C'est une AUC qui n'est pas si mal, voilà la courbe Europe que l'on peut voir ici. Une AUC à 0,71, bon, c'est pas extraordinaire, mais on n'en aura aucune qui sera plus élevée. Et avec donc le seul facteur d'infection ACMV dans les 4 mois, c'est la charge virale TTV quand elle est mesurée juste après la greffe, donc entre 0 et 10 jours post-transplantation. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez alléchant. Alors, on a essayé de regarder dans une étude qu'on a faite avec l'ensemble du groupe Swisser, qui est l'étude Quanticare Plus, ce que donnait la charge virale TTV. Donc cette étude Quanticare Plus, vous voyez qu'on avait un suivi des patients à partir de la greffe, il s'agit de patients transplantés rénaux. Donc on a au final 64 patients qui sont exploitables, et à chaque visite, on faisait un quantiféron CMV, parce que l'objectif c'était de regarder la valeur du quantiféron CMV pour la survenue d'une PCR, d'une infection ACMV. Et puis, en voyant monter l'intérêt pour le TTV, on a ajouté la PCR TTV sur toute l'étude Quanticare Plus. Donc ici, vous avez le type de patient, et donc ce qu'il faut voir, c'est que l'étude était multicentrique, et par contre, on a eu très très peu de rejets, donc on ne peut pas conclure sur les rejets, mais on peut conclure sur les infections. Alors quand on regarde les valeurs prédictives d'infection avec un seuil précoce de charge virale de TTV, si on utilise le seuil défini par MAGI et qu'on l'applique par l'équipe de Pise et qu'on l'applique soit à J0, soit à M1, en mesurant la charge virale à J0 ou à M1, eh bien, on se rend compte qu'on a une valeur prédictive négative qui est correcte, mais pas extraordinaire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait toutes les courbes ROC sur la population de Quanticare Plus, et on a regardé si, finalement, il ne fallait pas changer de seuil. Et on se rend compte qu'en fait, pour chaque type de population et pour chaque temps où on va vouloir mesurer le TTV, eh bien, il y aura un seuil différent. Et si on regarde ici, pour notre population, le seuil le plus prédictif d'infection ACMV entre M1 et M12 après la greffe, c'est une charge virale supérieure à 4,26 log de copie par ml, mesurée à la fin du premier mois de greffe, donc à M1. Et vous voyez ici qu'on a des valeurs prédictives négatives qui sont très intéressantes, avec ici des Kaplan-Meier qui sont plutôt meilleurs qu'avec le seuil de MAGI appliqué à notre population. Donc un seuil c'est bien, mais ça ne s'applique pas forcément à toutes les populations, et il faut bien respecter le moment défini pour utiliser ce seuil. Deuxième question qu'on s'est posée dans Quanticare Plus, est-ce que ça aurait un intérêt de combiner les marqueurs immunologiques? Et puisqu'on avait le quantiféron, on a regardé la combinaison de TTV et de quantiféron avec l'antigène et avec le mitogène. Alors, pour le quantiféron, on a utilisé le seuil du fabricant qui ne nous donnait absolument aucune prédiction, et on a utilisé des seuils plus élevés pour l'antigène et des seuils également plus élevés pour le mitogène. Et quand on regarde le risque de réactivation CMV ici, en mesurant à la fin du premier mois post-greffe un combo de quantiféron antigène et TTV avec notre seuil défini à 4,26, ou un combo de quantiféron mitogène et TTV avec notre seuil défini à 4,26, eh bien on s'aperçoit qu'on améliore beaucoup la sensibilité et les valeurs prédictives négatives. Alors il faut dire que les valeurs prédictives positives sont en général assez mauvaises dans la plupart des études. C'est plutôt un sous-risque d'infection qu'un sur-risque d'infection que l'on mesure. Qu'en est-il de TTV et rejet? Alors la charge virale TTV, elle a été très très tôt associée au risque de rejet, puisque le TTV était entendu comme un marqueur de sur- ou sous-immunosuppression. Et quand on voit dans l'étude de Vlaminck, on voit très très vite qu'on a une différence entre les patients qui ont un rejet sévère, un rejet modéré ou pas de rejet en termes de charge virale. Et on voit que ces différences sont significatives avec une courbe Europe qui est plutôt pas trop. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont évalué le TTV au regard du rejet, en particulier en transplantation rénale. Je ne vous les détaillerai pas toutes, je ne parlerai que de celle-ci, qui est une étude cocorico-française. Donc, la charge virale TTV précoce, elle est mise en évidence comme un marqueur prédictif de rejet en greffe d'organes, et avec des seuils qui ont été définis à 3,4 log de copie
par millilitre avec la PCR standardisée ou à 4,2 logs de copies par millilitre selon qu'on se positionne à J0 ou à M1. Donc selon le moment, vous n'avez pas le même seuil. Ça, c'est quand même très intéressant. Parmi les différentes études qui ont été menées ensuite, eh bien, ce que l'on voit, c'est que dans les études qui ont été menées en prospectif ou sur des échantillons consécutifs, l'augmentation de la charge virale après la greffe et les fluctuations au plateau sont associées au rejet et que plus cette charge virale TTV se modifie, plus on augmente le risque de rejet. Donc en fait, c'est un marqueur qui est un marqueur cinétique. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement, cette charge virale, elle va bouger tout le temps au niveau du plateau. Et donc, en fonction du moment où on se situe d'une part, et d'autre part au plateau de la cinétique de fluctuation de la charge virale, eh bien, on va avoir un risque plus ou moins augmenté de rejet. Donc, c'est pas si simple. C'est pas si simple d'analyser et de tirer des conclusions. En greffe pulmonaire, il y a énormément d'études. La plupart ont été menées sur la base de la PCR de l'équipe de Vienne. Et les études ont montré effectivement de la même manière qu'il y avait un lien entre le TTV et le rejet, mais également entre le TTV et l'infection. Et donc, pour résumer ce lien, voici les seuils de charge virale qui sont proposés au cours de la greffe rénale, en suivi de greffe rénale et en suivi de greffe pulmonaire, à partir de M3, puisque vous avez vu que ce n'est pas si simple de trouver des seuils qui soient bien efficaces en premier mois post-greffe. Donc après M3, les patients doivent se situer entre 4,6 log de copies par ml de plasma et 6,6 log de copies par ml de plasma pour avoir un risque minime de rejet, pour avoir un bon équilibre entre rejet et infection, et c'est exactement ce que Vincent vous a montré sur un schéma un petit peu différent. À partir du moment où la charge virale augmente, le risque d'infection augmente, on a une surimmunosuppression, et inversement en termes de rejet. Et vous voyez ici en gris foncé et en noir que les valeurs ne sont pas forcément les mêmes en transplantation pulmonaire et en transplantation hépatique. En transplantation pulmonaire, on considère que le risque de rejet correspond à des valeurs de TTV plus élevées que le risque en transplantation rénale, et ceci en standardisant, en ramenant toutes les études à la charge virale standardisée par la PCR-ARGENT. En greffe hépatique, il y a encore très peu d'études. Une étude a défini un seuil à 5,6 log de copies par ml dans le plasma pour la prédiction du rejet, mais à ce jour, on n'a pas de lien évident pour un seuil prédictif d'infection. Donc, nous avons décidé dans la cohorte biosupport de la FHU Support, pour laquelle nous avons les échantillons permettant de le faire, de nous pencher sur la valeur de TTV, comme la valeur prédictive de TTV, d'infection ou de rejet en greffe hépatique. Je terminerai sur les autres indications potentielles de la charge virale TTV. Alors, il a été montré chez les patients VIH que la charge virale TTV plasmatique pouvait prédire la reconstitution immune au moment de l'introduction des antirétroviraux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et vous voyez ici le TTV et le taux de CD4 à l'inclusion dans la cohorte. Et ici, le lien entre TTV et reconstitution CD4 dans les 12 mois de suivi. Et donc, cette étude est assez intéressante parce qu'en fait, dans l'analyse multivariée, seule la charge virale TTV est clairement associée à la reconstitution immune post-traitement. Et donc, ça nous a un petit peu donné l'idée aussi de regarder le TTV pour prédire la réponse thérapeutique chez d'autres patients et pourquoi pas chez les patients réfractaires et résistants aux antiviraux. Évidemment, je prêche pour ma paroisse puisqu'il s'agit du CMV. Enfin, et la dernière étude, donc une des deux est une étude, avec une étude française, eh bien, le TTV, la charge virale TTV a été reliée à la prédiction d'efficacité vaccinale du vaccin SARS-CoV-2 en transplantation pulmonaire. Il y a deux études qui sont publiées. Et donc, il y a une étude en transplantation rénale qui a montré des résultats très encourageants également à Strasbourg. Et donc, vous voyez ici que plus la charge virale torque-ténovirus est haute avant la première dose de vaccin, moins le patient a de chances de répondre. Et la même chose avec ici des seuils bien définis pour la troisième dose de vaccin. Donc,
la charge virale TTV est-elle un marqueur d'immunosuppression? Oui, c'est probablement un marqueur d'immunosuppression globale. Est-ce que c'est facile à utiliser? Peut-être pas si facile que ça, pour plusieurs raisons. Entre J0 et J10 et M1, eh bien, dans le premier mois, on pourrait utiliser la charge virale TTV pour prédire le rejet et pour prédire les infections à CMV et peut-être aussi les infections à BK-virus, avec des seuils adaptés à chaque virus et peut-être des seuils différents en fonction du temps de prélèvement. Donc il faut quand même bien regarder ce qu'on fait et bien choisir son moment de prélèvement. Donc l'idée, ça serait de faire une charge virale TTV à J0, à J10, J15 et à M1, et ensuite d'avoir les trois en un pour pouvoir éventuellement travailler. À partir de M3, donc quand on est au plateau, on pourrait imaginer de surveiller le TTV tous les mois. Et à ce moment-là, ça permettrait d'évaluer le niveau d'immunosuppression. Alors, est-ce qu'il faut surveiller tous les 15 jours ou tous les mois? Ça, je n'ai aucune idée. J'aurais plutôt tendance à penser plutôt tous les mois. Mais encore faut-il savoir que la charge virale TTV fluctue et qu'on peut tomber entre deux fluctuations avec une valeur prédictive qui est un petit peu moins bonne. Ceci pourrait permettre éventuellement d'évaluer le niveau d'immunosuppression et d'ajuster ou de déclencher des dosages des immunosuppresseurs supplémentaires. À ce jour, on n'a pas d'études interventionnelles et c'est donc l'objet du projet TTV Guide en transplantation, qui vise justement, en fonction de la charge virale TTV et des seuils que vous avez vus tout à l'heure, de déclencher une modification du traitement immunosuppresseur. Je laisse à votre appréciation l'application potentielle pour vos patients de ce type de protocole, mais je pense que les résultats seront très intéressants à regarder en fonction de la fréquence de TTV, et tout ça, ça sera ouvert à discussion tout à l'heure. Enfin, chez les non-répondeurs au traitement anti-CMV, il faudrait l'évaluer. Je pense qu'il va falloir que l'on s'y mette. Et pour prédire l'efficacité vaccinale, effectivement, je pense qu'on peut imaginer utiliser le TTV avant vaccination. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il faut surveiller et puis revacciner, ou bien est-ce qu'on va simplement s'en servir comme marqueur prédictif et son utilisation reste à découvrir? Donc plein de perspectives, vous voyez, il y a du soleil derrière les nuages, et donc on pourra en discuter tout à l'heure. En tout cas, je remercie beaucoup les organisateurs, tous les investigateurs, cliniciens et virologues de l'étude Quanticaire Plus et de la cohorte Biosupport, et puis bien sûr le personnel du CNR et Biomérieux qui nous a quand même donné beaucoup de kits pour aider aussi. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions, donc vous pourrez profiter de la pause plutôt pour causer à nos deux orateurs. Donc, les présentations étaient très intéressantes. Là, nous allons accueillir le docteur Zbondo, qui nous vient du CHU de Rennes, pour nous parler de son score prédictif de l'échec en virage hépatique. Je vais vous demander du coup d'essayer de bien respecter les 15 minutes. Bonjour à tous, moi je suis Marc Zbondo, je suis chef de site en chirurgie digestive au CHU de Rennes. Et je suis content de vous présenter les résultats de l'étude que j'ai menée il y a un an grâce à la bourse West Transplant, entre autres, qui m'a été octroyée l'année dernière. Alors, donc, le nombre de transplantations hépatiques, il augmente chaque année, je ne vous apprends rien. Ça a d'ailleurs doublé en 30 ans, doublé. Et pour faire face à cette pénurie d'organes, la majorité des centres de transplantation hépatique, dont Rennes, ont commencé à élargir les critères d'acceptation des greffons hépatiques, essentiellement sur l'âge du donneur, hein, vous pouvez le voir sur cette figure. Chaque année, on prélève des foies chez des patients qui sont de plus en plus âgés. C'est une technique qui est assez efficace puisque ça a permis de réduire le nombre de décès sur la liste de transplantation, donc les patients meurent moins en attendant un greffon. Par contre, c'est assez logique, si on accepte des greffons chez des patients qui sont un peu plus âgés, donc susceptibles d'être un petit peu de moins bonne qualité, et ben on s'expose à des complications post-opératoires peut-être un peu plus importantes. Et parmi ces complications post-opératoires, il y en a une qu'on redoute particulièrement, c'est la dysfonction précoce du foie. La dysfonction précoce, c'est juste un foie qui ne reprend pas ses capacités de filtration, de synthèse et de dégradation après
la transplantation. Alors ça peut être juste un peu de dysfonction précoce, le foie il ne remarche pas très bien, puis finalement ça va remarcher, le patient va aller très bien. Ou alors ça peut être à l'extrême inverse, la non-fonction primaire, un foie qui ne reprend pas du tout ses fonctions, et une indication claire de retransplantation. Cette dysfonction précoce, elle a plusieurs stades, elle a plusieurs grades, et ça peut tout à fait conduire à l'échec de la greffe, donc quelque chose d'assez grave. Et cette incidence, elle est assez élevée, hein, entre 15 et 30% des patients qui sont transplantés, c'est pas rien. Ça a un impact qui est très très négatif sur la transplantation, et pour autant, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de définition vraiment, à part des critères Voltov, vous en avez peut-être entendu parler, mais qui sont assez vieux, et qui ne sont pas très prédictifs de l'échec de greffe. Donc nous, notre objectif, c'était de créer un score prédictif d'échec de greffe, assez tôt, vous voyez, à J10, qui soit disponible très précocement, donc notamment pour les chirurgiens, mais pour les réanimateurs surtout. Un gros leitmotiv, ça a été sa simplicité d'utilisation. On voulait vraiment que ce soit un score qui soit facilement mémorisable, un peu comme le score de Child, voilà, le score de Glasgow, des scores qui sont très populaires en médecine, que tout le monde connaît dans cette salle, et qui sont très diffusés. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples. Donc on voulait vraiment que ce soit quelque chose qui soit mémorisable, qu'on ne soit pas obligé d'aller sur je sais pas, un fichier Excel ou une application smartphone pour pouvoir l'utiliser, ce qui aurait limité sa diffusion et son utilisation. Et on voulait que ce soit vraiment un vrai outil dans la prise en charge des patients transplantés. Donc ça devait faire un petit peu comme ça, on faisait la transplantation à J0. À J1, on avait des recueils de données cliniques biologiques et on devait pouvoir calculer ce score dès J1. Le but étant dès J1 d'avoir un score qui corresponde à un risque d'échec de greffe à J10. Donc à J1, on pouvait dire ce patient, il a tant de points, il a tant de risques d'échec de greffe à J10, ce qui peut aider dans la prise en charge post-opératoire. Voilà, donc il y a 3 centres qui ont participé à cette étude, Rennes, Toulouse et Groningen aux Pays-Bas. Vous avez la liste ici des critères d'inclusion et d'exclusion pour cette étude. Notre critère de jugement principal, c'était l'échec de greffe, et l'échec de greffe, c'était soit le décès du patient, quelle qu'en soit la cause, ou un besoin de retransplantation d'organes, de foie. Je passe assez vite sur les méthodes, parce que c'était un projet de statistique, donc forcément, je ne veux pas trop vous ennuyer, je vous dirais juste qu'on a sélectionné nos variables à l'aide d'un modèle de régression logistique multivariée binomiale. On a fait une pondération sur les variables cliniques, notamment sur les thromboses vasculaires et notamment artérielles. Et on a construit notre score grâce aux odds ratios du modèle. On a pondéré chaque variable par rapport à ces odds ratios. Pour la validation du modèle, on a fait pour l'instant de la validation interne avec de la validation croisée. Et on l'a comparé aux autres scores existants, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on était contents, on avait 2800 patients au début, après on a exclu à peu près un peu plus de 200 patients, et on avait donc dans notre cohorte d'analyse 2575 patients, et ça c'est super. Pourquoi c'est super? Parce qu'en fait, l'échec de greffe, c'est pas beaucoup d'événements au final, c'est 5%, donc vous voyez quand tout en bas ça représentait 127 événements. Et 127 événements, c'est pas énorme pour faire de la prédiction, donc il fallait beaucoup de malades pour faire cette étude. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau 1? On avait greffé un petit peu plus d'hommes, que l'indication principale c'était la cirrhose alcoolique, suivie de pas très loin du CHC, et qu'il y avait à peu près 10% des malades qui avaient déjà eu une transplantation hépatique avant d'être malades. Pourquoi on a choisi J10? Et parce qu'on s'est rendu compte en analysant un peu les données que la majorité de pertes de greffons après une transplantation hépatique survenait dans les 10 premiers jours post-opératoires. Donc ça, c'est tous les patients qu'on a inclus. Sur 90 jours, il y avait 257 échecs de greffe, et sur ces 257, 127 sont survenus dans les 10 premiers jours post-opératoires. Et donc là, on s'est dit, si on doit créer un score, il faut que ce score puisse identifier ces malades qui sont assez précoces au final, et donc on s'est dit notre échec de greffe ce sera J10. Voilà. Le reste se lisse plutôt sur une période beaucoup plus longue, sur 3 mois. Quand on regarde un peu les variables biologiques après une transplantation hépatique, alors là j'ai mis que 2 exemples, mais vous pouvez me croire c'est la même chose pour toutes les autres variables comme la bilirubine, le facteur 5, les azates, tout ce que vous voulez. Et entre les patients qui ont eu un échec de greffe, les courbes oranges, ou un succès de la greffe, la courbe verte, il y a une vraie différence, notamment à J1. Donc on s'est dit que c'était la période la plus discriminante pour pouvoir calculer notre score. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait un score précoce qui soit disponible dès J1 pour les chirurgiens et les réanimateurs, prédictif d'un échec de greffe à J10.
Voilà, donc il fallait pouvoir l'utiliser le plus précocement possible. Notre but, c'est aussi qu'il soit réutilisable, qu'on puisse le recalculer à J2 et à J3 pour pouvoir surveiller son évolution. Est-ce que ça s'améliore ou au contraire, est-ce que ça se dégrade? Donc je passe sur toute la partie statistique pour vous montrer directement les résultats de voilà à quoi ça ressemble notre score qu'on a créé. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu à un score de child. Ça, on a sélectionné 4 variables, hein, les ASAT, donc le max, c'est-à-dire la valeur maximale sur le J0 et le J1, sur les 24 premières heures après la transplantation hépatique. On peut attribuer un certain nombre de points en fonction des variables. Et après avoir additionné ce nombre de points, vous pouvez rentrer dans une des 4 catégories. Soit vous avez un risque minime, faible, intermédiaire ou très élevé d'échec de greffe qui correspond à des fourchettes de points. On a les Winston-Kratz score. Et donc, la survie des greffons, voilà, vous avez la survie en fonction des 4 catégories. Donc en noir, quand vous avez un risque minime d'échec de greffe, et en bleu, à l'inverse, quand vous avez un risque très élevé d'échec de greffe. Et à J10, vous pouvez voir qu'il y avait une très nette différence de ces 4 groupes, très significative. Donc on pouvait dire qu'à J10, les patients qui avaient un risque minime d'échec de greffe avaient beaucoup plus, une probabilité bien supérieure d'avoir un succès de la greffe que les patients qui étaient dans le groupe au risque. Puisque dans le groupe au risque, 80% d'échecs de greffe, dans le groupe minime, 2,4% d'échecs de greffe, ce qui était quand même nettement différent. Ces résultats ils se confirmaient à J90, donc à 3 mois, c'était à peu près la même chose. Voilà, des courbes bien différentes. Ensuite, on a terminé par le comparer aux autres scores. On a fait aussi de la validation interne, mais bon, voilà, ça, je ne vous en parle pas trop. Et on l'a comparé au principal score. Donc, le score MIF, c'est un score qui a été publié par une équipe espagnole, pas très utilisé parce qu'il faut un nomogramme pour l'utiliser, un peu comme l'échelle visuelle analogique pour la douleur des patients. Donc, en gros, personne n'utilise. L'EAD, c'est des critères d'Olthoff, donc c'est des critères, il faut 3 variables, mais c'est une variable binaire, c'est pour ça que vous avez une courbe de Rock qui fait un triangle, soit vous avez une séquence, soit vous n'en avez pas, c'est pas très prédictif. Et nous, notre score, c'était en vert, donc on était très contents. À J10, ça a surpassé un peu les autres scores qui ont été publiés sur le sujet, même s'il faut être un petit peu honnête. L'EAD et le MIF, ce n'est pas des scores qui ont été construits pour évaluer l'échec de greffe à J10 comme nous, mais plutôt à 3 et 6 mois. Donc on compare des choses qui ne sont pas totalement comparables. On est quand même content de ça. Voilà, donc pour résumer notre étude, ses principales forces, c'est que c'était multicentrique, donc c'est sympa d'avoir des centres européens et de montrer que ce n'est pas juste un score français, c'est plus vendable si jamais c'est un score où il y a eu des international en fait. Surtout, c'est facile d'utilisation et de mémorisation. À force de le faire, vous allez le retenir assez facilement. Il n'y a pas besoin de calculateur, et ça c'était vraiment un objectif très important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas besoin de sortir son smartphone, parce qu'il y a des scores qui ont été publiés aussi sur le sujet. Vous avez peut-être entendu parler du L-Graft ou du EASY en transplantation hépatique, mais ça nécessite soit une page internet, soit son smartphone avec plus de 40 variables à remplir, très fastidieux. J'ai déjà fait pour un malade, il faut au moins 5 minutes, personne n'a le temps de faire ça, donc c'est pas du tout utilisé à part dans les études de recherche clinique. Et on voulait surtout qu'il soit disponible rapidement parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de score disponible dès J1, donc nous c'était un peu notre objectif. La principale faiblesse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, et en prédiction, avoir à peu près 100 événements, c'est un problème, parce qu'il y a une part aléatoire de la prédiction qui est très importante, et donc on n'a fait que de la validation interne avec des techniques de rééchantillonnage et de la validation croisée, mais on va devoir le valider quand même sur une cohorte externe avant de le proposer pour une publication et pour une utilisation un peu plus large, et on a eu la réponse d'un centre français qui nous a donné une cohorte de 2000 malades aussi, donc on va pouvoir le tester et on est très content. Voilà. J'ai terminé, je remercierai l'association West Transplant de m'avoir quand même donné cette bourse qui m'a permis de m'arrêter un an pour faire ce sujet, ça sent pas de filet d'argent aux jeunes pour leurs études aussi. Et je remercie aussi le docteur Rayard qui m'enverrait pour ce projet. Merci.